Cette invitée aujourd'hui, c'est l'ethnologue et anthropologue Véronique Naoum-Grappe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes spécialiste des crimes de guerre notamment, et vous êtes l'un des 79 contributeurs à cet ouvrage qui est magistral. Il est sorti le mois dernier, ça s'appelle Syrie, le pays brûlé, le livre noir des Assad 1970-2021. C'est plus qu'un livre, hein. C'est en gros une œuvre encyclopédique pour comprendre la Syrie, la dictature, 50 ans de règne d'Hafez al-Assad et de son fils Bachar. Il fait œuvre de mémoire, d'histoire et d'avertissement, disent les éditions du Seuil, et c'est pas faux, hein, c'est très documenté. Ça dénonce les crimes commis par le régime syrien pendant près de 50 ans. Et tout d'abord, alors là-dedans, il y a beaucoup de spécialistes du Moyen-Orient, de spécialistes de la Syrie, de journalistes, de politologues, de géopolitologues. D'abord, quel est l'apport de la vision d'une ethnologue sur la Syrie dans cet ouvrage ? Si, je voudrais juste, un peu avant, dire un peu l'histoire de ce livre, tel que je m'en souviens avec émotion, je dois dire. On était à une manifestation lors de la chute d'Alep, donc nous sommes en décembre 2016, avec Catherine Cocchio, Joël Hubrecht, quelques amis. Et on était dévastés de ces manifestations. Vous savez, on n'est pas si nombreux, où les causes sont majeures. Ouais. La cause est immense, et on est un petit groupe mineur. Et on rentre, on dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis, faut faire un comité Syrie, comme il y a eu, grâce à et on remercie la revue Esprit d'héberger ces comités parfois qui tentent de travailler sur des situations dont le tragique nous dépasse. Et c'est dans le cadre de ce comité que petit à petit, grâce avec l'aide d'Olivier Mongin, de tous les gens qui sont là, et le travail magistral de Joël Hubrecht, de Catherine Cocchio, de plein d'autres aussi, que je m'excuse de ne pas nommer, je ne veux pas 70 noms. Et là, on ne peut pas tous les nommer, sinon on arrive à la fin de donc l'interview. des gens formidables qui ont traduit, qui ont travaillé, et pendant 6 ans, tout ce travail. Et c'est voilà, on était désespérés, mais c'est quand même quelque chose. Alors je voudrais dire 2 choses. La manière de faire. C'est une couture très réfléchie, c'est-à-dire, par exemple, quelle idée géniale d'avoir mis en prologue ce texte d'un grand écrivain syrien qui est l'auteur donc du roman La Coquille, et donc qui s'appelle Mustapha Khalifé, et qui en 2012, alors que la victoire était sur le terrain acquise au mouvement, au début, d'élan démocratique contre ce pouvoir que l'on va définir bientôt. Et il a eu un espèce il a fait une anticipation, un texte, on est en 2012, et si Bachar al-Assad gagnait, ouais. Il a fait un texte, et ce texte est dans le prologue de ce livre. Il fallait le trouver. Et après, en 2018, on lui a demandé un autre texte. Et donc ces 2 textes sont là, et c'est pour vous dire un peu le travail, je dirais, de réflexion. Qu'est-ce qu'on propose à l'œil du lecteur? On ne lui propose pas seulement des faits, on ne lui propose pas seulement une histoire difficile sur laquelle il faudrait travailler, mais on lui propose des clés, non seulement les faits, non seulement les témoignages, mais des clés de compréhension et des mises en contexte. Autre exemple, il y a eu ce grand massacre à Hama, donc là on est en février 1982, donc le clan des Assad avait possédé ce pays dès les années 70. C'est la première grande répression menée par Hafez al-Assad. Voilà. Ça va être l'objet d'une amnésie obligée, d'un mensonge politique, d'effacement total. Et non seulement dans le livre, il y a les faits, il y a des témoignages, ouais. Mais il y a 10 ans après, un travail d'une historienne anthropologue qui reprend, qui fait naître le souvenir. Le souvenir va revenir dans la mémoire des gens qui ont survécu, qui ont été témoins. Et vous voyez comment un même fait va être éclairé de façon différente. Ça, c'est très intéressant. Et d'autre part, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un enjeu difficile dans ce livre, donc une couverture un peu de temps historique un peu longue quand même. Premièrement, le temps, hélas, se dilate et là, on ne voit pas la fin. Bon. Et deuxièmement, le fait qu'il y a 3 grands champs, je dirais, de destructivité du pouvoir syrien actuel. Il y a cette problématique des massacres aléatoires, quand il y a des rébellions. Depuis le père Assad, le fils aussi, d'ailleurs, ouais. etc., qu'il faut documenter, qu'il faut entourer, et qui sont très nombreux et dans des lieux très différents. Et là, j'ai pas le temps, là, je renvoie vraiment au livre.
Il y a deuxième grand champ, le système pénitentiaire de ce régime, où là, il a inventé quelque chose. Ce n'est pas un système pénitentiaire, c'est des prisons plus ou moins clandestines, certaines complètement, d'extermination de la population. D'ailleurs, de nombreux massacres à Deraya, à Palmyre, émaillés dans le temps, ont eu lieu dans les prisons. Ce ne sont pas des lieux d'incarcération normaux. Ouais. Ce sont des lieux d'extermination des populations, surtout les prisonniers politiques, hommes, femmes, enfants, avec des tortures dont on a épargné ici les images, parce que les images sont très nombreuses, très documentées, très sérieuses. Et notamment en raison de fuite auprès du régime. Hein. Et le dossier César, mais je ne vais pas y revenir, je laisse les lecteurs, etc. Et le troisième grand champ de criminalité politique, c'est quand la guerre va se déclencher, avec l'aide donc des Iraniens et des avions russes. Là, il va y avoir des situations d'enfer pour les populations, à la fois de siège, comme dans le quartier d'Yarmouk, qui va être affamé, et des gens vont mourir de faim, ils vont être bombardés, affamés avec des bombes absolument insensées. Et enfin, bien sûr, la chute d'Alep, là, c'est une tragédie absolue. Alep, qui était une des villes les plus belles, il y a un écrivain qui a parlé des balcons d'Alep, il se souvient des balcons d'Alep, où il y a à la fois des petits oliviers qui poussent, des aubergines, les dames qui font des clins d'œil. Il a une description magnifique. Mais c'est fini, les balcons d'Alep, parce que dans ces guerres de destruction, il y a une dimension d'urbicide. Le quartier historique d'Hamas avait été rasé. C'est pas seulement les massacres, c'est les bulldozers, c'est les bombes. Et donc, si vous voulez, la dimension de la guerre est présente jusqu'au bout, jusqu'à la façon dont on traite dans les camps de réfugiés les réfugiés syriens qui arrivent aux frontières de la Turquie et où les pouvoirs empêchent l'humanitaire d'arriver de façon correcte, si vous voulez, alors qu'il y a des inondations. Et en ce moment, en Syrie, il y a le choléra, il y a toutes les alertes. Donc, si vous voulez, vous aviez ces trois grands champs qu'il fallait quand même établir, et en même temps la décision très juste du groupe était de ne pas donner toutes ces photos très nombreuses, et d'ailleurs c'est une réflexion ici dans le livre sur ces guerres où maintenant nous avons les photos, et des photos absolument crédibles puisqu'elles viennent du régime même qui filme les horreurs qu'ils font. Et donc, vous voyez, moi je suis d'une génération, j'ai passé mon temps à penser que si on avait connu les camps de concentration lors de la guerre du milieu du XXe siècle, mais on ne peut plus dire la dernière guerre, eh bien, si on savait, on aurait fait quelque chose. Mais là, on sait, on a les photos. Alors, aurait-on eu les photos de l'entrée du four du camp d'Auschwitz qu'on aurait trouvé là, bon, vous voyez, ça nous met dans des abîmes de réflexion. Et on va en reparler parce que c'est le cas pour l'Ukraine aussi. Hein. On en reparlera un peu plus tard dans cet entretien. Et donc, si vous voulez, voilà une tentative, je crois, assez exceptionnelle que de restituer d'une façon très décente. Il y a des poèmes, il y a des textes de réflexion, et jamais de façon, comment dire, on n'épargne rien au lecteur parce que c'est le réel, mais on veut absolument le traiter avec tact. Le lecteur est traité avec tact. Et vous vous intéressez à la question de l'impunité, votre chapitre à vous. Et vous dites que l'impunité, c'est cette évidence partagée entre le criminel, sa victime, le cercle des témoins tout autour, que nul empêchement, nulle punition ne va intervenir, non seulement pendant l'action criminelle elle-même, mais pas non plus dans sa suite plausible. En Syrie, c'est des décennies d'état d'urgence, l'espoir d'une garantie de stabilité qui ont maintenu cette chape de plomb. C'est aussi simple que ça, l'impunité ? Il y a une dimension juridique que tout le monde connaît, sur laquelle il y a des travaux. Et moi, ma dimension, c'était qu'est-ce que ça signifie dans le faire société, dans les échanges entre les voisins, dans un quartier. De ce point. Le cadre, c'est un cadre. Le fait que les bourreaux, c'est eux qui portent l'uniforme. C'est qu'on on peut pas faire comme en France, un fait divers atroce, et on va voir la police, dont on espère qu'elle va trouver les coupables, dont on espère qu'ils seront jugés dans des bonnes conditions correctes. C'est impossible. Dans l'impunité, dans un État dictatorial, la majorité des crimes sont faits par des gens qui ont l'uniforme et qui sont ceux qui devraient vous protéger. C'est eux qui vous torturent et qui vous assassinent. Et donc c'est le cadre même du pouvoir qui assure cette espèce de confort, si vous voulez, des acteurs. Ils savent que nulle rétorsion ne viendra renvoyer quelque chose des crimes qu'ils sont en train d'accomplir. Alors il y a plusieurs cercles de l'impunité, c'est ça que je voulais. Il y a un cercle, mettons, en situation en temps réel. Mettons, vous avez un bourreau dans les prisons de Sednaya, dans les prisons syriennes,
Et là, avec le temps, eh ben, le bourreau, c'est son boulot. On lui dit même bravo. Plus il est cruel, plus il prouve. Plus il aura de l'avancement, il prouve qu'il est un bon sujet, loyal. Plus il est cruel. Donc la cruauté devient une valeur politique. Et puis, qu'est-ce qu'on a avec la durée? À un moment, il téléphone à sa femme pour avoir des infos sur le repas du soir, tout en écorchant vif. Ouais. Son prisonnier, il s'arrête un peu, allô chérie, etc. C'est-à-dire que l'impunité fabrique autour du corps du bourreau, en situation, un tel confort qu'il finit par s'ennuyer. Et on a beaucoup de textes ici, et j'en cite un pour l'autre guerre, pour la guerre de 14, mais je l'ai trouvé un peu par hasard, où le bourreau, assuré par la guillemets, jouissance de l'impunité, qui est un terme intéressant, parce que ce n'est pas une jouissance au sens sexuel, mais c'est une jouissance au sens le beau paysage, la tranquillité, il jouit de l'impunité. Et donc, il s'ennuie. Et donc, il cherche encore plus d'humiliation. Et c'est la surenchère. Encore plus de... Donc, avec l'impunité, va la surenchère. Et ça, c'est au niveau du premier, comment dire, du second couteau qui fait les crimes. C'est pas lui qui les commande. Mais il est quand même au premier rang de la cruauté en geste, surtout s'il faut qu'il viole, etc. Et par contre, arrive le deuxième cercle de l'impunité qui vient du politique. Et là, vous avez le tyran qui doit assurer son impunité, puisqu'en général, ce type de régime fonctionne sur 3 volets. Prédation pour un clan, donc prédation économique, vol, mafia, etc., à tous les niveaux. L'usage de la cruauté pour la terreur, pour la domination, donc ce que Seurat appelle la fin de l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tiers, il n'y a plus de contre-pouvoir, etc. Et 3, le mensonge politique, parce que pour assurer l'impunité, il faut une version des faits qui puisse la couvrir complètement. Et donc, le travail même d'un Poutine actuellement ou d'un Bachar el-Assad, ils ont des services, ils travaillent à la version des faits qui fait glisser et qui empêche de penser et dont on est obligé à l'intérieur de l'adopter comme vérité. C'est un calque qu'on peut appliquer à plusieurs situations. Par exemple, le non-respect des droits de l'homme en ce moment dans les régions occupées en Ukraine, le viol utilisé comme arme de masse. Bien sûr. D'ailleurs, l'aide de Poutine qui a sauvé Bachar el-Assad alors qu'il était perdu, il y avait ce sublime mouvement des printemps arabes, un des plus beaux historiques du début du XXIe siècle. Et donc, vous avez ces deux pouvoirs qui s'entre-ressemblent, qui se sont reconnus, qui ont flairé l'un en face de l'autre, ils ont reniflé l'odeur des larmes et du sang suintant dans le corps de l'autre, et ils sont frères, hein, et ils se sont les mêmes, et ils peuvent aussi s'entre-poignarder dans le dos s'ils étaient tous les deux en situation de concurrence. Donc, si vous voulez, le fait que Poutine ait participé de façon avec une cruauté dans les bombardements, ciblant expressément une première fois le lieu de soins où déjà des gens victimes, enfants, population civile de bombes sont soignés, et après arrive à l'horizon un petit avion d'un point noir dans le ciel, c'est un avion russe qui vient bombarder ce centre de soins, parce que les Russes avaient toutes les adresses des centres de soins en Syrie, disons, appelons-les des démocrates, hein, des noms, des résistants contre Bachar, et ils les utilisaient pour les bombarder. Et donc, si vous voulez, c'était une tragédie absolue, cette aide de Poutine à Bachar el-Assad, et ces deux pouvoirs qui, évidemment, ont besoin du mensonge pour couvrir leurs crimes, évidemment. Merci beaucoup, Véronique Naoum-Grab. Je suis désolé, on est pressé par le temps. On aurait pu dire que ces bombardements russes, ils se poursuivent d'ailleurs en Syrie. Ils ont même été très intenses la semaine dernière. On aurait pu parler aussi de votre tribune que vous signez dans Libération le mois dernier avec de nombreux universitaires. Tribune qui appelle l'État français à agir face à la répression en Iran. Je renvoie à Libération. Et puis donc aussi à ce livre qui est magistral, s'appelle « Syrie, le pays brûlé ». C'est une véritable encyclopédie de la Syrie de ces 50 dernières années, extrêmement documentée, qui servira peut-être et c'est bien ce qui s'est passé en Syrie un jour, qui rend possible ce qui se passe en Ukraine actuellement. C'est bien l'impunité aux crimes syriens qui rend possible l'actuelle situation et les crimes du pouvoir du Kremlin. Merci beaucoup. En Ukraine. Merci à vous. Merci.